Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci encore une fois d'avoir choisi B1. Sur le plateau se retrouve aujourd'hui à Bruxelles. Et étant donné que nous sommes à Bruxelles, nous avons accepté de faire un petit tour ici à l'ambassade pour rencontrer l'ambassadeur actuel, son Excellence, Monsieur Henri Monva-Sakani, qui est, à part cette casquette d'ambassadeur, qui est aussi un grand écrivain. Il a accepté de nous recevoir. Ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Comme j'ai dit, à part le fait d'être ambassadeur, vous avez écrit aussi beaucoup de livres, plus ou moins 20. Le tout dernier, c'est d'ailleurs, le titre, c'est La science des relations internationales. Mais j'aimerais déjà savoir, d'entrée de jeu comme ça, d'où est venu ce goût de l'écriture? Oh, difficile à dire, hein. C'est une question difficile à laquelle il faut trouver une réponse très difficile. Il y en a qui en ont l'inspiration de le bas âge, un amour de livres. Ben bon, moi, mon épouse qui me dit que j'ai un amour charnel envers les livres. J'aime bien le palper, les toucher et tout. Mon cadre que je trouve idéal, c'est peut-être ou la librairie ou la bibliothèque. Et par utilitarisme aussi, hein, le fait que j'ai énormément appris, je suis dans une certaine mesure self-made man, je me suis plus formé que j'ai été formé, j'ai plus appris par moi-même en allant consulter les grands esprits et tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont consigné quelque part. Et donc par utilité, par nécessité, par amour, par un penchant quasi naturel, je suis tombé un peu là-dedans comme Obélix dans la potion magique. Dans la potion magique, dès le bas âge, et je ne me suis jamais lassé de ça. Ça fait un peu comme ma seconde nature. Alors, vous avez écrit comme ça, vous avez beaucoup écrit, vous continuez à écrire. C'est vrai, c'est une passion, mais après, quelqu'un pourrait vous poser la question de savoir est-ce que vous gagnez quelque chose derrière tout ça, ou bien vous gardez juste le côté passion? Difficile à dire également, dans la mesure où chacun fait son job. Moi, j'écris aux éditeurs, aux libraires, à d'autres de faire les leurs pour que ça produise, ça devienne du business s'il le faut. Mais moi, je ne peux pas vendre. Je sais écrire, j'essaie. Beaucoup écrire, je ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui ont une bibliographie plus étoffée que la mienne. J'essaie encore d'en écrire d'autres. Parce qu'en fait, les livres naissent dans la tête. On les a toujours quelque part, et puis un jour, on les matérialise. On a un peu de temps. Parce que tout le grand problème qu'on a, c'est le temps. Parce qu'on a le temps à consacrer à l'écriture, ça demande quand même un certain talent, c'est vrai, mais beaucoup de temps qu'il faut. Donc, on négocie avec ses heures de sommeil, sur ses hobbies, ses distractions, ses obligations professionnelles, des familles et tout, et on essaie d'intercaler des moments où la plume roule sur le papier. Voilà. La science des relations internationales, c'est le tout dernier ouvrage, et là je peux dire que c'est un livre assez pédagogique, parce que vous parlez vraiment des relations internationales. Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment vous-même concrètement transmettre à travers cet ouvrage? C'est vrai que c'est un livre universitaire, académique, où il est question d'une problématique très discutée dans les sciences humaines en général, où la scientificité, c'est-à-dire le caractère scientifique de ces dites sciences, est sujet à caution, où elle est encore très discutée pour savoir est-ce que nos sciences sont vraiment des sciences sur le modèle de l'objectivisme physiciste, comme on dit, est-ce que c'est sur le même modèle que la physique, la chimie, la médecine, l'astrologie, l'astronomie, ainsi de suite. Et cette discussion est vieille comme le monde, depuis la naissance de la philosophie, ce que Descartes appelle l'arbre de la philosophie, ou l'arbre des sciences, dont la racine serait la philosophie, et qui se serait éclatée en autant de branches que de spécialisations scientifiques. Les plus développées sont les premières, comme la physique qui donne un modèle d'expérimentation, démathématisation, d'un certain nombre d'axiomisation, des démarches qui démontrent que les faits étudiés sont tels qu'ils sont vus, et tout ce qu'on en a tiré comme pratique en termes de technique et de technologie. Puis sont arrivées les sciences de l'homme, l'homme dans la société ou l'homme individuellement, comme la psychologie, la sociologie, les sciences po. Et les deux dernières, les sciences de la communication et les relations internationales, sont
ont été plus ou moins boudées pendant une cinquantaine d'années par les sciences plus ou moins vieilles, elles aussi issues de la philosophie. Donc, j'ai vais en croisade pour défendre le caractère scientifique de ces disciplines qui ont beaucoup souffert pour trouver une planche horaire, une possibilité de s'inscrire dans les cursus universitaires où on peut étudier, on devient spécialiste des relations internationales comme science politique de l'international, comme une dimension qui n'est pas de la science politique, qui n'est pas de la sociologie, qui n'est pas de la psychologie, qui n'est pas de la communication, mais une science tout à fait à part entière, mais qui est au carrefour avec des embranchements sur un certain nombre d'autres connaissances anciennes, comme l'histoire diplomatique, le droit international ou d'autres disciplines. Voilà donc, c'est ce travail que j'entreprends dans le dernier ouvrage, dont la deuxième édition va arriver très très vite parce qu'il y a eu quelques adaptations à faire. Jamais livre n'aura suscité autant de besoin d'être adapté aux discussions qu'il a suscité déjà. Mais en tant qu'ambassadeur dans le cadre de la diplomatie, est-ce que vous pensez que pour nous, le Congo, puisque vous êtes ambassadeur de la RDC justement ici en Belgique, est-ce que vous pensez que dans le cadre de la diplomatie, c'est important de connaître, d'accentuer un petit peu cette science des relations internationales? Immanquablement, vous vivez les phénomènes internationaux chaque matin. L'international est dans votre accoutrement, dans votre langue, dans votre langage, dans votre vécu de tous les jours, dans la médecine, dans votre alimentation. L'international est omniprésent. Aujourd'hui, vous venez d'entendre parler des frappes aériennes américaines en Syrie, sur l'État islamique, des djihadistes irakiens. Vous entendez parler d'Ukraine, de Poutine qui aurait fait ceci, la chute du mur de Berlin, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation, la mondialisation. Tous ces concepts, il y a une science qui les malaxe, il y a une science qui les étudie, qui les approfondit et qui les conceptualise. Donc, on a besoin des relations internationales plus que jamais. Plus que d'autres peuples, les Congolais ont intérêt à comprendre les relations internationales. Elles ont été tellement déterminantes dans le cursus historique de notre pays. La formation de ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo comme État souverain et indépendant, vous le savez bien, depuis la conférence de Berlin, même bien avant, les civilisations anciennes africaines précoloniales et leur déstructuration du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation, l'occupation américaine. Pourquoi nous parlons français déjà? Pourquoi il y a des Noirs aux États-Unis? Pourquoi tout ça, les relations internationales les brassent et nous permet d'en avoir une intelligibilité qui nous permet de comprendre comment les peuples ont évolué. Pourquoi ils entrent en conflit? Pourquoi il y a des guerres? Comment expliquer les guerres? Comment expliquer la géopolitique mondiale? Comment expliquer l'avènement de la Chine après celui de l'Allemagne, de l'Amérique d'hier, l'Angleterre? Comment les civilisations se sont succédées? Comment les puissances ont évolué, se sont déstructurées? Comment on a connu des apogées de l'Empire romain jusqu'à l'Empire américain aujourd'hui qui domine toute la mondialisation qui apparaît d'elle comme une américanisation? Toutes ces questions d'économie internationale, ces questions des rapports de puissance, des rapports de force, la puissance telle qu'elle a évolué, la puissance forte en termes d'armée, la puissance douce en termes de culture et d'influence. Hollywood aujourd'hui est une entreprise de domination mondiale, mais à travers la domination douce culturelle, sans que vous criez gare, vous reproduisez des modèles dominants. Et tout ça, quelqu'un du Congo ou du monde qui ignorerait les relations internationales serait en retard d'une très grande époque. Vous avez actuellement, on va quitter le côté livre, vous avez actuellement lancé une campagne ici en Belgique, Dolova Congo. Déjà d'entrée de jeu, d'où est venue cette idée? Ah, belle transition, parce qu'on parlait des relations internationales. Oui. Et voici que les reculs, j'ai toujours été assez intéressé par l'évolution de mon pays, c'est pour ça que j'en viens d'ailleurs à la politique, en passant par la défense des droits de l'homme, parce que je viens de la société civile, puis recruté par les structures politiques. Et donc, les questions de cohabitation avec d'autres peuples se sont posées très tôt dans ma vie. Et en vivant ici, vous voyez tout autour, des gros bâtiments, avec des gros bureaux, à gros budget, pour la plupart pour faire du lobbying, à faire du reputation laundering, c'est-à-dire blanchiment des réputations. Les gens payent énormément d'argent
pour que leur image soit nette, correcte. Il y a de plus en plus de notions comme l'image, l'image sur le web, sur la toile. Vous parlez des relations internationales. Non, non, j'en suis à l'image des hommes, l'image des structures, les images de pays. Okay. Il y a des pays qui... il y a toute une discipline des connaissances aujourd'hui qui s'appelle le lobbying, qui est aussi une pratique, qui voudrait que ses intérêts soient défendus d'une certaine manière. On paye énormément d'argent pour sauvegarder son image. Or, entre-temps, j'ai vu les pratiques des Congolais, surtout à l'étranger, qui allaient dans le sens de saccager toute l'image, toute la réputation du Congo. Or, si on sait que les questions de perception, les questions d'image et de représentation, lorsque deux personnes ou deux peuples se rencontrent, c'est d'abord des grilles de lecture qui se rencontrent, c'est d'abord un choc de culture. Et donc, tel qu'on vous conçoit, tel qu'on vous perçoit, vous êtes jugé du haut ou du bas de l'échelle. Or, malheureusement, nous n'avons pas fait très attention à ces questions d'image et on a participé à détruire dangereusement la réputation d'un peuple. Dans ce domaine, plus que... Vous parlez du Congo, hein? Je parle du Congo, justement, oui, étant rendu compte que les Congolais s'évertuent avec une rare délectation à taper sur leur propre pays, à ne raconter que des images loufoques, macabres, de n'importe quel autre qualificatif. Lorsqu'il s'agissait du Congo, j'ai dit, mais ce peuple est en train de faire un suicide collectif. Parce qu'à l'international, vous ne survivez que lorsque vous êtes bien perçu. Lorsque votre drapeau est salué plutôt qu'il est brûlé, il y a comme une hiérarchie de puissance en termes d'image. La nôtre était très basse, et voici qu'elle n'était déjà pas si reluisante que ça. Nous nous sommes mis à tout détruire. Il y en a, pour des raisons politiques, qui disaient l'on combattait le pouvoir qui est à Kinshasa, et donc il fallait casser des magasins ici, il fallait taper sur des gens. Tout ça, les autres communautés voient. Et si on sait que la compétition internationale est telle que ceux qui ont une mauvaise image n'ont pas, ne sont pas choisis. À compétence égale, on choisira celui dont l'image est belle. Et comme entre-temps, nous n'avons jamais produit nos propres images, pour nous présenter sous notre meilleur jour. Vous savez, quand on fait du cinéma, il y a un choix, il y a un casting, on présente la meilleure face possible dans le pays. Or, nous avons présenté au monde ce qu'il y avait de plus exécrable. Et donc, je me dis, si déjà nous en avons été si victimes, qu'en serait-il des enfants de demain, dans un monde où chacun se bat bec et ongle pour présenter la meilleure image, pour avoir les meilleurs fournisseurs, pour avoir les meilleurs contrats, pour avoir la meilleure place, l'argent que les gens dépensent pour faire du football, pour faire du cinéma, pour faire des livres, pour faire de bonnes universités, c'est pour attirer l'attention du monde dans le bon sens. Là, excellence, vous parlez de l'état actuel. Mais malheureusement, depuis longtemps, en creusant... On n'a jamais eu cette image aussi mauvaise. En creusant, on l'a aggravé. Ici en Belgique. On l'a aggravé parce que depuis les temps immémoriaux, il a existé un roman, une nouvelle de M. Joseph Conrad, The Art of Darkness, le cœur des ténèbres, qu'on a dit. Livre très célèbre dans le monde. Et ça participait à structurer les mentalités des gens sur le centre de l'Afrique. À l'époque, on ne parle pas vraiment du Congo, mais il se trouve que tout le monde a assimilé ces cœurs de ténèbres au Congo. Donc l'image a commencé déjà à s'abîmer à ce moment-là, plus les autres images qui ont été... Quand vous regardez bien beaucoup de films, beaucoup de livres qui ont été écrits sur le Congo, ils en présentent toujours une image terrible. Et si nous-mêmes nous avons participé à la besogne, en enfonçant davantage l'image du Congo, en ingurgitant allègrement tous les mensonges qui sont racontés sur le Congo, il y a autant de viols par seconde, comme s'il y avait quelqu'un qui les comptait, comme s'il avait compté dans tout le monde, il y a autant de décisions. Chaque fois qu'il y a une image mauvaise sur la toile, par exemple, on l'assimile au Congo. Chaque fois qu'il y a un problème, et ce sont les Congolais eux-mêmes. Puis un jour, lorsqu'ils veulent se présenter en concurrence avec un autre peuple, on leur dit non, non, vous avez déjà une mauvaise image. Ils commencent à en ressentir les retombées néfastes, négatives. Et là, j'ai saisi la balle au rond pour dire, mes chers amis, il faut faire un bond qualitatif, un changement de paradigme. On allait dans cette direction et on a détruit l'image du pays, il faut aller dans l'autre sens. Déjà par ma profession, en venant ici en Belgique, je travaille en faveur de l'image du Congo. Mais si entre-temps, après autant d'efforts, à la fin de la journée,
Il y a des Congolais qui se sont mal comportés, qu'il y a plus de Congolais dans les prisons que dans les universités, qu'il y en a plus dans les morgues que dans les hôpitaux, qu'il y en a plus dans les rues que dans les bureaux, ça ne me facilite pas la tâche. Et donc j'en appelle à une conscience populaire pour que ça ne soit pas une œuvre de l'État qui fasse une pédagogie des civismes et tout, mais que ce soit une dynamique populaire d'en bas vers le haut pour qu'à travers l'amour du Congo, en disant Tolova Congo, en langage quinois, en love langue quinoise, c'est pour susciter une dimension affective envers ce pays. Je me dis, quoi qu'il arrive, lorsqu'on aime sa mère, son père, ses enfants, on n'en expose pas les faiblesses sur la place publique. Les gens disent, s'il y a autant de critiques, c'est qu'il y a quelque chose, il n'y a jamais de fumée sans feu, mais là on a vu même des incendies dont on connaissait l'origine. Et donc, il y a eu énormément de mensonges, et à force de les répéter, il y a la notion de la circularité de l'information. Quelqu'un lance une rumeur, un colibé, une raillerie, elle circule à travers le monde, elle se retrouve sur son forum ou sur son blog, elle devient vérité alors qu'au début elle a été un mensonge. Le fait qu'un mensonge soit répété plusieurs fois, les gens ont tendance à croire qu'elle s'est muée en une vérité. Et c'est un combat acharné contre toutes ces hérésies sur la réputation du Congo et donc son avenir. C'est un pays en pleine croissance, un pays qui a aligné au moins 2 mandatures démocratiques, quelles que soient les faiblesses qui ont été identifiées ici ou là. Des élections parfaites n'existant pas, ni ici, en Belgique, ni aux États-Unis, ni en France, il y a toujours des problèmes partout. Mais ailleurs, on a appris à faire du storytelling, expliquer son histoire par soi-même, présenter l'image qu'on voudrait présenter au monde par soi-même, produire du contenu pour que les autres gobent ce que vous produisez vous-même. Mais si vous ne produisez que du macabre, il n'y a pas au monde une instance qui serait blanchissante pour ce que vous avez produit en mauvaise augure. Peut-être parce que cette population vivant ici en Belgique, je parle de la Belgique parce que nous sommes ici, peut-être que parce que cette population congolaise vivant en Belgique se sent un petit peu délaissée. L'ambassadeur est beaucoup plus dans son bureau et il ne s'occupe pas trop des problèmes de base, de la population, je ne suis pas prêché pour ma chapelle. C'est une question facile pour me défendre. Il y a plein de preuves, comme on dit, preuves à l'appui. C'est une façon pour eux de communiquer aussi. Non, je reviens à l'essentiel de la question. Quelles que soient les raisons de fâcheries, des déceptions, on n'a plus gagné de coupes, la guerre a laissé des traces, énormément. Des gens ont donné l'impression que nous étions en défaite permanente. Ça fait 20 ans que ça a duré, et on a violé des femmes, on a fait un certain nombre de choses. Quelles que soient les raisons, aucun peuple au monde ne s'est autant immolé que le peuple congolais sur la place publique pour susciter de la pitié des autres, dans un monde où les intérêts priment, où c'est des monstres froids. Vous vous adressez en fait aux monstres froids, qui ont intérêt même dans votre malheur. Nous avons pensé qu'en présentant nos plaies, les autres allaient s'apitoyer sur notre sort et nous sortir de cette ornière. Mais parfois nous y sommes parce qu'ils l'ont voulu. Nous sommes dans une concurrence, les biens dans le monde sont rares, les besoins sont énormes. Et comme on est plusieurs à faire du cafouillage pour le peu de denrées qui existent, on exclut ceux qui sont les plus faibles. On le marche dessus, on les écrase, ils disparaissent. Des peuples ont disparu de ce monde. Et donc, nous, en croyant que la pitié suffirait, que sur l'émotion, on prendrait bien des peuples, on se trompe. Et donc, quelles que soient les raisons, encore que celles qui sont évoquées sont fausses, ce n'est pas parce que l'ambassadeur ne vous a pas reçu, parce que l'équipe nationale n'a plus gagné de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde, ou parce qu'il y a bien des peuples qui n'ont jamais participé à une Coupe du Monde, qui n'ont jamais eu un champion de boxe, qui n'ont jamais eu un prix Nobel. Ça ne suffit pas pour que vous puissiez vilipender à longueur de journée la réputation de votre propre pays. Parce qu'un jour, il y a un retour de manivelle. Les mêmes qui vous ont applaudi parce que vous avez dit du mal du pays, dans un roman ou dans un film, on dit c'est génial, c'est critique, c'est vraiment une révolution, une révolte par rapport aux conditions invivables. C'est tout à fait faux. Regardez leurs films. Vous pensez que toute la beauté qu'on voit dans tel ou tel film, c'est ça? Hollywood, c'est ça, les États-Unis? C'est Queens, c'est la même chose que Harlem? Non, c'est-à-dire il y a des choses qu'on présente sur la devanture. Même des tombeaux sont peints
à l'extérieur, sont peints à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il y a des ossements. Et donc, même sur les morts, on essaie d'embellir un tant soit peu, on essaie de dorer la pilule, même quand elle est amère. Mais voici qu'à nous, on a professé une autre philosophie qui consiste, dites le plus de mal possible sur le Congo, donc vous êtes dans le vrai, vous êtes scientifique, vous voulez faire un succès de librairie ou avoir beaucoup d'audience dans un film, dites le plus de mal possible. Je le vois ici souvent. C'est une terre de prédilection de la médisance sur le Congo. Ça, c'est la Kinshasa Kids comme film. Oui, on adore. On va trouver, quand on présente un casting de belles filles, de beaux garçons, des gens bien, qui parlent bien français, c'est pas très congolais. On ne présente pas un palace, de belles avenues à Kinshasa, dans de belles universités, des jeunes gens qui défendent des thèses ici, de médecins qui sortent d'ici. Ça n'intéresse pas grand monde. Mais quelqu'un qui vocifère, qui vole, qui fuit, qui court dans tous les sens, voilà le prototype du Congolais. Et c'est ça qu'on présente nous-mêmes. Oui. Le drame, c'est que nous prenons part à ça. Le drame, c'est pas tant que cela existe, parce que dans le monde entier ça existe, mais laissez les autres me dire de vous. Mais si c'est vous-même qui en faites un métier quasiment, il y a des gens spécialisés dans les mauvaises nouvelles. J'appelle ça, moi, de la littérature corbillard. Chaque fois que vous voyez passer un corbillard, c'est qu'il y a un mort dans le quartier. Et quand vous voyez ces gens écrire, c'est qu'ils vont dire encore des choses innommables sur le Congo. Monsieur Mouva, justement, mais c'est bien cette idée, tout ce que vous avez évoqué et tout, et l'idée que vous avez eue de lancer finalement Tolova Congo pour susciter encore une fois cet amour du pays. Alors, déjà par rapport à tout ce que vous avez évoqué, par rapport à tout ce qui continue à se passer actuellement avec les Bana Congo et tous ces mouvements, les musiciens qui peuvent même plus venir, les artistes qui peuvent plus venir, devant tout ça, lié à tout ce que vous avez évoqué juste avant, vous ne pensez pas que quelque part vous vous lanciez un peu à une campagne, je dirais, assez dangereuse, parce que peut-être qu'ils ne risquent pas de comprendre ce que... Non, le plus dangereux, ce serait de ne pas commencer. On a atteint le fond, on ne peut plus faire pire. On ne peut pas vous écouter devant tout ça. Tant pis. Comment comptez-vous vous y prendre? Non, l'essentiel, c'est d'avoir... et figurez-vous que cette idée germe depuis 3-4 ans dans mon cerveau. Et lorsque je partage avec certains Congolais, même hostiles au régime ou de l'opposition, effectivement, ça c'est vrai. Et quand ça commence à toucher des familles, il y a maintenant, ah oui, ma fille qui a essayé de s'inscrire, ah, on lui a dit que. Et puis dans une ligne, on dit, ah, Congolais, non, vous allez vous aligner de l'autre côté. Ça commence à toucher. Là, la conscience, elle prend. J'ai confiance, moi je suis optimiste, je sais que la conscience, elle est encore là. Elle a été obstruée par tant de mensonges racontés, répétés, et vous savez, quand ça revient comme une rengaine, on a tendance à croire que c'est vrai parce que c'est populaire. Et là, on a fait pire concernant la musique. Vous savez, vous ne pouvez pas imposer qu'on vous aime. Il faut séduire, il faut convaincre par la fascination. Il faut fasciner par ce que vous présentez de mieux. C'est votre culture, c'est votre littérature, c'est vos savants. On vous parlera d'un Cheikh Anta Diop là-bas, on parlera d'un Pelé ici, on vous parlera d'un Alain Delon, on parlera... Chacun présente son Eddie Merckx, son Mike Tyson, parce que j'aimerais un jour faire du tourisme dans tel pays, parce que c'est quand même le pays d'origine de tel ou tel autre qui a été mon idole. Or, on ne peut pas se le cacher, en matière de culture, la musique congolaise a joué le rôle de peloton de tête, dans une certaine mesure. Cette fenêtre d'opportunité a été extraordinaire. Je connais des gens qui n'aimaient pas seulement le pays, mais qui adoraient cette musique. Donc, au moins par ce bout-là, voilà que le peuple, des peuples du monde se retrouvaient un peu dans cette ambiance congolaise, ambiance quinoise. La fête n'était totale sans la musique congolaise, ici, partout. Voici que c'est la poule aux œufs d'or qu'on a assassinée. Et comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autres musiques africaines ont pris le pas sur la musique congolaise. Et ce sont les Congolais maintenant qui dansent sur la musique d'autres peuples. Qui est-ce qui a perdu? Les musiciens, me disent-ils, ils continuent avec le même embonpoint, rien n'a changé pour eux.
Il y en a qui continuent à se faire soigner ici, peut-être qu'ils n'ont plus de spectacle ici, on connaît tout le tralala qu'il faut pour pouvoir organiser un spectacle ici. Donc, il y en a qui disent, bon débarras, mais ils continuent à mener leur vie. Mais c'est le pays qui en perd. Vous savez, nous avons mené une campagne ici pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et justement, le fait qu'on ait attaqué tant les musiciens congolais a été un motif supplémentaire pour se dire il faut sauver, parce que non seulement qu'elle était en danger d'une certaine déformation, c'est sur le plan technique, mais maintenant elle est même combattue physiquement pour qu'elle existe. Alors il faut sauver, voilà, une espèce en voie de disparition, la rumba congolaise. Donc raison de plus pour que nous puissions revivifier cette volonté de voir la rumba congolaise s'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. L'humanité nous reconnaît au moins une dimension. Nous n'avons aucune œuvre culturelle à nous, à part Virunga, dont on nous passe assez naturel et tout, mais sur la création humaine, nous n'avons aucune œuvre inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, c'était une occasion, c'est une occasion, et on va continuer. Qu'il y ait des gens hostiles à une idée de la résurgence d'une belle image du Congo, cela s'entend, parce qu'il y en a qui en ont fait un métier. Il y en a qui ont vécu comme ça parce que les structures mentales sont alignées sur le négatif. Il faut alors les aider. Ce n'est pas c'est une pathologie, c'est pas une situation normale. Voilà c'est pourquoi déjà j'ai peur pour vous. Je suis assez il faut les soigner. Ça sera d'ailleurs un travail de longue haleine. D'ailleurs, vous comprendrez que dans les documents que nous produisons, nous avons produit une stratégie d'implantation. Ça ne peut pas se faire sur le mode émotif. Ah oui, Tolova Congo, on appelle à Lova Congo, et puis bon. Non, il faut un travail psychologique énorme. Nous avons découvert qu'en fait, ce qu'on transposait sur le pays, c'était en fait une détestation de soi, la haine de soi-même, qui est souvent couverte par la tendance maladive des Congolais à se donner de noms. Le spécialiste le plus grand, tout le monde est grand prêtre de ceci, grand ceci de cela, grand. J'en ai répertorié comme ça fait plus de 4 pages dans mon livre Congophonie, où je mettais en exergue un peu la cacophonie dans les discours politiques, dans les discours sociaux, et ainsi de suite. Et donc, cette détestation, parce qu'on ne s'aime pas assez tel qu'on est, on voudrait être l'autrui, l'autre. On croit qu'ailleurs c'est mieux. La tendance, à un moment donné, de nécessairement quitter le pays pour s'installer à l'extérieur est venue de là. Le Congo était à vendre pour beaucoup de gens, parce que c'était mieux en Zambie, au Congo-Brazzaville. Puis arrive un jour où des expulsions massives. On cherche du Congolais partout, on veut bouffer du Congolais partout. Alors, la conscience revient pour dire, ah mais, homme suite homme, on est mieux que chez soi. Finalement, c'est bien. On peut venir de Copacabana, les plages de Rio de Janeiro, mais quand on débarque en Guinée, puis je le dis un jour, et puis un garçon qui était à côté de moi me dit, ah, vieux, qui n'est à Kine. Et c'est vrai, qui n'est à Kine, parce que vous ne trouverez nulle part au monde un truc comme ça. Et cette singularité-là devait faire notre fierté. J'ai découvert qu'il y a énormément de qualités parmi les Congolais. Mais elles ont été corrompues dans les mentalités, ce qu'on appelle la débrouillardise congolaise. Pourquoi ne pas la transformer en une sorte de fighting spirit, cet esprit de combat pour réussir, pour gagner? Regardez combien de jeunes gens sont inventifs dans les rues de Kinshasa et d'ailleurs. Comment on a survécu à toutes ces années de guerre, à toutes ces difficultés, pour en arriver aujourd'hui à tenter d'aligner 2 chiffres de croissance économique. Extraordinaire. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui sur Kinshasa, quelqu'un qui n'a pas visité ce pays il y a quelques années peut se dire, ben oui, peut-être pas terrible, mais ceux qui y ont vécu, qui voient ça, ils disent, mais tout est bien possible. C'est cet optimisme-là, autour de quelque chose d'affectif, Tolova Congo, à travers cet amour, tout est bien possible. Ce n'est pas la condition suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut d'autres conditions. Il faut faire une chaîne. C'est le premier maillon. Il faut y ajouter d'autres chaînons. Il faut de la crédibilité pour soi. Il faut une manière de vivre. Il faut une certaine harmonisation de nos actions pour que ça produise énormément de choses. Ça commence par des choses aussi simples que la façon de marcher. Quand on disait distance fixe, marcher 1, 2, 3, chanter de la même manière et tout, c'était une façon d'apprendre la discipline qui a souvent manqué. Or, vous n'avez pas de discipline dans l'armée quand vous n'en avez pas dans la société. Vous n'avez pas des gens qui vont se faire trouer la peau au front comme militaires si derrière
Le peuple qui reste là dit, ah, mais ce pays, finalement, on se demande comment il a été. Si les gens sont attachés à leur pays, on voit les Américains avec des drapeaux jusqu'à l'église, pourquoi on ne ferait pas pareil? Même mieux, parce que nous avons été en danger de disparition. C'est vrai, la guerre a joué le rôle d'assommoir pour beaucoup de gens. Mais, regardez ailleurs, la guerre a eu pour option de galvaniser l'amour envers le pays. Le patriotisme s'est agrandi en période de menace de disparition. Donc, de ces guerres récurrentes qu'on a connues, on devrait tirer le meilleur parti, qui soit le meilleur bénéfice, qui fasse que le Congolais soit des gens qui donnent la leçon au monde sur la capacité à résister à la disparition, à faire de la résilience, à faire de l'homéopathie. Donc, lorsque on est complètement déstructuré, on peut se restructurer rapidement, ce qui a été le cas. Regardez, en termes de croissance économique, mais aussi en termes de retour vers le pays. Le Congo avait été présenté comme une image exécrable par des gens de l'extérieur. Mais vous avez vu combien de gens s'acharnent aujourd'hui à revendiquer la nationalité congolaise. Ils veulent la reconquérir. Alors là, ça a fait tilt dans ma tête. On me dit, mais ça doit être intéressant alors la nationalité congolaise. Des gens qui rentrent au pays, qui avaient dit des choses, mais quand ils rentrent au pays, non, 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 moi je n'en parle plus pour rien au monde. Je vois même des étrangers qui disent, mais monsieur Hamas, qu'est-ce que vous faites ici? Ça se passe, c'est là que ça se passe. Et donc, toutes ces choses-là, c'est à nous de le mettre en exergue pour qu'elles jouent un rôle de fascination et attirer tous les grands esprits autour de ces défis pour que ce pays suscite de l'admiration, du respect, ce qui n'aurait jamais cessé de produire comme conséquence. Bien sûr, dans quelques minutes qui nous restent, en 2-3 mots, en 1 minute, Tolova Congo, ça c'est juste une parenthèse, hein, Tolova Congo, et en même temps là-bas, au Congo, en RDC, j'ai laissé la campagne Bisso de votre prédécesseur ici même à l'ambassade. Alors, est-ce que c'est un petit peu similaire ou bien c'est l'ambassade qui vous inspire tout le temps à avoir de telles idées? Il y a un peu de ça, je crois, hein, humblement. Hein, je voudrais reconnaître que lorsqu'on est sur ce strapontin, avec une possibilité de recul, on a le mal du pays à un moment donné, de la nostalgie, on commence à regarder le monde autrement. Il y a ce recul qui est nécessaire. Quand on est dans le feu de l'action, parfois on perd la notion de grandeur et tout. On n'a pas tous les éléments pour juger d'une situation. Peut-être le fait d'avoir été à l'extérieur, on a un autre regard. On voit comment les autres peuvent se défendre. On voit comment les gens dépensent de l'argent pour que leur réputation soit intacte. Je crois que ça peut avoir joué. Mais Bisso, non, au contraire, Bisso est plus vaste, Bisso est plus grand. Bisso est même la dimension de faisabilité de Tolova Congo. Si vous aimez, vous faites quoi? Tolova Congo peut jouer le rôle de déclic pour qu'on fasse Bisso. Cette autodéfinition, Bisso me paraît plus vaste, plus grand, plus adapté au terroir, dans l'action, dans la faisabilité, dans des choses pratiques. Alors qu'ici, il y a comme un travail de psychologie sur soi-même, pour dire, comme Jésus a la question à Saint-Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est la question à laquelle tous les Congolais qui sont à l'extérieur doivent répondre. Est-ce que tu aimes le Congo? C'est vrai, quand tu aimes, il y a des conséquences. Un peu comme disait un poète, l'amour n'existe pas, qu'il n'existait que de preuves d'amour. Non, c'est au-delà de l'amour, il faut maintenant produire de preuves que vous aimez. Quand on aime, on n'insulte pas. Quand on aime, on respecte. Quand on aime, on se bat pour. Quand on aime, on meurt pour. Les soldats ne doivent plus être les seuls à mourir pour le pays. Nous devons en être tous capables. Toyemba, Tokufa Pona Congo. C'est le moment maintenant de le prouver. Quand bien même il y aurait pas excusable de ce qui est la pratique quotidienne au Congo, on ne vient pas à l'extérieur saquer l'image de son pays, qui est son père, qui est sa mère, qui est ses enfants, qui sont ses enfants. Donc, dans l'obligation d'une marche convenable, il faut dire j'aime le Congo, Tolova Congo, qui est un dépassement du simple j'aime à l'indicatif. Où j'ai aimé, j'aime, aimer le Congo, aimer Tolova a un caractère de permanence. Donc Tolova, on l'a déjà aimé, on l'aime, on l'aimera toujours. Alors que j'aime, ça peut changer demain.
J'ai aimé, ça peut changer. Aimer le Congo à l'infinitif, c'est trop neutre, ça ne veut rien dire. Mais Tolova, j'ai aimé l'expression quinoise. Tolova, j'ai toujours... Oui, j'ai toujours aimé. Donc, alors, prouve-nous que tu as aimé le Congo. Comment tu te comportes quand tu es à l'université à l'extérieur? Comment tu te comportes dans la rue? Parce que tu es le meilleur ambassadeur de ton pays, dans le quartier, pour que le Belge de l'Est du Congo doive savoir quel est l'apport que tu as fait en venant chez eux. Tu t'es intégré? Tu as été un homme recommandable? Est-ce que tu as le respect de la parole donnée? Il y a un certain nombre de qualités que, lorsqu'elles sont reconnues dans ce peuple est choisi par les autres pour y aller. On a la ponctualité, on a l'exactitude, et non pas les approximations du genre à non, on est par son comportement. Lorsque vous soyez respecté, et comme vous dites dans Bissau, le Congo c'est nous, est une expression de nous-mêmes. Tel que l'on nous voit le pays. Parce que le pays est plus ou moins neutre. C'est un milieu naturel qui attend de Congolais, qui est le continuateur de l'œuvre de Dieu de création. Dans sa créativité, dans la mode, la musique, ce que vous voulez, qui peut susciter de l'admiration au Congo, en sachant qu'il y a d'abord le Congolais, défenseur de leur pays, l'aimant, les choyant, le représentant les faiblesses comme tous les pays du monde, le premier, les États-Unis, aussi fortes que l'industrie culturelle, les jeans, tout CNN et tout, concourt à faire, vous pouvez vous imaginer combien de moyens on met à une superpuissance. A fortiori, nous devons faire converger tous les esprits pour qu'ils positifs en faveur du Congo. Et Tolova Congo ne va pas s'implanter comme un mouvement populaire, genre par émotion, quelqu'un qui a vu sur le net et dit « Ah oui, moi aussi ». Non, non, nous formons les gens à travers des séminaires. Ici. Et donc, nous disons aux gens les B.A.B.A. indispensables à acquérir pour pouvoir se déployer et au-delà de l'émotion, qu'il soit un amour rationnel. Alors, vous-même, l'initiateur, pour terminer, est-ce que l'ambassadeur a le... Non, à l'OVA Congo, c'est très fort. Il y a dans l'idée de Bissau. C'est pourquoi la première structure de Tolova Congo, c'est la... À deux, vous êtes dans une relation trop personnelle. Nous faisons de la proxémique, de l'espace et le sens qu'on a. Donc, le Congo existe en tant qu'individu, il ne faut pas faire du communisme. Mais faire en sorte que l'action ne commence que quand on est un peu... Moi, j'ai commencé très tôt, je travaille le modèle de l'enseignant pour susciter des volontariats, du bénévolat et de l'engagement. Okay. Ce que vous savez en tant que journaliste et papa Jacob, vous devez savoir le transmettre. C'est l'idée de Tolova Congo. J'aime le Congo, je à diapason. Si tu es spécialiste en informatique ou à je ne sais quoi, transmettre. Plutôt que de dire qu'on dise un jour, ah, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Non, il faut que cette bibliothèque dispense de l'enseignant et qui se donne, et moi j'ai fait à gérer les jeunes gens pour pouvoir communiquer ce que je connais, j'essaie d'en apprendre davantage pour le transmettre dans les conférences ou d'autres moyens, de sorte que Tolova d'avoir légué un héritage palpable, apprécié, se battre à armes égales avec les autres parce qu'on leur aura donné suffisamment d'ouvrir suffisamment de portes. Excellence, merci.
nous avons reçu son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Henri Mova-Sakani, qui est leader de la République démocratique du Congo, ici même. On parlait de la campagne Tolo, et il y va de tous les Congolais battre pour la République démocratique du Congo. Vous avez des questions, envoyez vos SMS via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre sur le plateau. Au revoir.